Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Il y a quelque temps, on a célébré la fête internationale du travail sur le thème travail, la responsabilité sociale des entreprises et des syndicats pour le travail décent. Au fait, c'est quoi le travail décent? Au Cameroun, peut-on parler du travail décent? Une illusion ou une possibilité? 237 débats ouvre justement le débat ce soir pour explorer le monde du travail dans un pays qui aspire à être émergent à l'horizon 2035. Merci, Madame, Monsieur, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat ce soir, Diao Mataba, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je salue par ailleurs votre riche panel et je dis bonsoir également à vos nombreux téléspectateurs. Merci Diao Mataba d'être venu. Vous êtes de la cellule de communication du CPP, le Cameroun People Party, donc vous êtes homme politique, militant politique. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous ce soir dans le cadre de cette émission. J'introduis également le docteur Georges Edimo Mongori. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir. Et merci d'être venu. Merci également d'avoir été invité. Vous êtes politologue et économiste. Je ne voudrais pas revenir sur votre long CV ici. Vous avez été enseignant pendant plusieurs années ici à l'ESSEC de Douala et puis vous avez également dirigé pas mal de projets dans la ville de Douala. Merci donc d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur cette thématique. Duval. Merci. Maître Fidèle Djiboussi, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver une fois de plus sur ce plateau pour débattre des questions qui concernent notre pays. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, vous êtes également homme politique, vous êtes militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'est exact. J'introduis ce plateau également le docteur Antoine de Padoue-Desmanou, bonsoir. Bonsoir, M. Duval. Et merci d'être venu. Merci aussi pour l'invitation. Vous êtes homme politique, mais vous avez également une formation en économie, c'est bien cela? Et vous avez été déjà candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Oui. Et vous entendez une fois de plus renouveler l'expérience. Oui. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Je commence avec vous, Diao Mataba. Lorsqu'on parle de la fête du travail, peut-être qu'il importe de brosser rapidement la genèse ou peut-être quelques éléments d'ordre historique qui permettent de nous situer, de nous resituer dans le contexte de la fête du travail. Et vous pouvez dire quoi? Oui, je commencerai par dire qu'il ne s'agit pas pour nous, au CPP, principalement de parler de fête du travail. Pour nous, c'est un abus de langage, c'est un écart qu'il faudrait qu'on corrige rapidement. Il s'agit de la journée internationale du travail et c'est une fête qui pour nous appartient aux travailleurs. Donc il est hors de question de l'avoir caporalisée et récupérée comme c'est le cas au jour d'aujourd'hui. Il est hors de question qu'on se retrouve dans un pays où les travailleurs ont autant de problèmes, mais que ces mêmes travailleurs se retrouvent en train de faire de la publicité pour leurs oppresseurs. Donc, il faudrait commencer par... Quand vous dites publicité, c'est en rapport avec quoi? Avec tout ce qu'il y a comme pancarte, tout ce qu'il y a comme t-shirt, avec les symboles, les signes des entreprises, c'est cela? Nous pensons que la journée internationale du travail, ça doit être un moment pour faire le point, pour faire un bilan, une évaluation de ce qui a été fait en faveur des travailleurs, en faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie et de celles de leur famille, etc. Et c'est un moment où il devrait y avoir une discussion entre acteurs au sein de l'entreprise pour la démocratisation du bien-être au sein de l'entreprise et puis pour envisager un meilleur partage de la richesse nationale au niveau macro. Donc pour nous, les seuls défilés qu'il doit avoir le 1er mai, ce sont des défilés de revendication, ce sont des défilés où les travailleurs appellent à des changements de mentalité, ce sont des défilés où les travailleurs appellent à une modification des comportements du patronat, une modification des comportements de l'État qui doit jouer son rôle de régulateur et qui ne doit pas, dans la plupart des cas, prendre parti pour le patronat comme c'est le cas aujourd'hui. Donc
c'est notre conception De la cette fête journée internationale du travail que vous n'appelez pas fête du travail. que nous, on n'appelle pas Alors, fête du travail. puisque vous avez Ce choisi n'est cet pas la fête angle-là, du travail. puisque vous avez choisi cet angle-là, je vous le concède, je donne la parole aux autres panélistes avant de revenir à vous pour dire un ou deux mots sur justement la genèse du 1er mai. Alors, docteur Desmanoux, sur la question du sens qu'il faut donner à la fête du travail. Fête du travail, journée internationale du travail, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Merci pour cette question. Je crois qu'il ne faut pas qu'on aille dans un jeu d'une syntaxe, fête aux journées de travail. Mais je crois qu'à l'origine, nous parlions d'une journée internationale du travail, pas d'une fête. Mais comme tout évolue vers la fête chez nous, vous comprenez très bien que ça arrange beaucoup plus ceux qui veulent fêter que ceux qui ne fêtent pas, parce qu'ils ne travaillent pas. Je commencerai par dire d'abord, quand on parle du travail, qu'est-ce que c'est que le travail? Parce qu'il faut commencer par là pour comprendre pourquoi j'ai même une fête du travail. Je crois l'avoir déjà dit une fois sur d'autres plateaux. Le travail est une torture propre à chacun de nous pour son propre développement. L'emploi, par contre, est un travail rémunéré. Aussi longtemps qu'une cultivatrice cultive le manioc, c'est un travail. Mais c'est à partir du moment où elle récolte ce manioc et qu'elle va le vendre à quelqu'un qui va faire le bayam selam, ça devient un emploi. Le travail que vous faites chez vous pour le travail domestique, il est un travail, mais il n'est pas rémunéré, il n'est pas un emploi. Donc la journée internationale du travail avait pour objectif de permettre d'abord de réguler le secteur du travail par rapport à l'emploi. Ensuite, les revendications étaient justifiées. Parce qu'on parle de fois de 8 heures de travail et non 8 heures au travail. Il faut faire la différence entre ceux qui font 8 heures de travail et ceux qui font 8 heures au travail. Beaucoup remarquent que chez nous, on arrive au travail, on accroche sa blouse et on quitte son lieu de travail. On est 8 heures au travail et non 8 heures de travail. Donc quand on parle de la journée internationale du travail, on parle des droits des travailleurs, c'est-à-dire le temps de travail. On parle des avantages, les congés, les vacances et tout ça. Leur prise en charge sociale aussi. Maladies autres. Donc, vous voyez que quand on parle d'un travail décent, le Cameroun est loin d'afficher les résultats les meilleurs par rapport à ça. Alors, on revient sur la question du travail décent tout à l'heure. Merci pour le décor que vous plantez, docteur Mongori. Sur la question, lorsqu'on écoute le docteur Desmanoux, en réalité, pour bien comprendre la différence ou le distinguo qu'il faut faire entre la fête du travail et la journée internationale du travail, il faut peut-être déjà faire la différence entre l'emploi et le travail. Est-ce que c'est une conception que vous partagez? Sinon, qu'est-ce que vous dites pour compléter cette tentative, cette définition de concept? Je crois que c'est bien, mais c'est un peu normatif. En fait, c'est vrai que on a tendance un peu à confondre entre emploi et travail. En fait, il faut être un peu du domaine pour comprendre ce qui se passe, comme il l'a dit. Bon, je ne veux pas corriger ce qui est fait ici. Sinon, cette thématique tournerait peut-être dans le sens de l'emploi décent. Hein? Et non le travail décent. Hein? Ça tournerait beaucoup plus dans le sens de l'emploi décent et poserait des problématiques essentielles, des problématiques auxquelles nous devons faire face de manière incontournable, peut-être moins aujourd'hui, plus demain. J'aime bien me projeter dans l'avenir. Et là, je dis, dans 20-30 ans, l'Afrique va peser 2,5 milliards d'habitants. Sur la planète, sur 4 habitants de la planète, 1 sera africain en 2050. En 2100, c'est la moitié. Au regard de la croissance démographique. Voilà. Est-ce que vous prenez encore... Est-ce que... C'est une parenthèse que j'ouvre sur la question. Est-ce que cette analyse prend en compte en même temps la croissance démographique dans les pays d'Asie? Exactement. Mais le problème avec les pays d'Asie, c'est qu'ils ont fait leur transition démographique. OK. Nous sommes encore loin de cette transition. Et l'essor démographique reste extrêmement vif en Afrique. Conséquence, je le dis bien, ça c'est les statistiques des Nations Unies qui le disent, autour de 2100,
sur deux habitants de la planète, un sera noir. Et donc le problème que ça pose... Pour revenir à notre thématique, c'est nous qui devons faire face dans l'avenir à ce problème de l'emploi. Pourquoi? Parce que la population est essentiellement jeune, parce que l'essor démographique est vif, et parce qu'il y a de notre côté un autre défi qui est le changement climatique, qui est là et qui pose également ses exigences. En même temps, il nous faut trouver un stock d'infrastructures, de fonctions nationales et locales qui nous permettent de valoriser nos ressources et matières premières. Donc, du coup, nous avons les plus gros défis à relever, l'Afrique. En ce sens, la thématique que vous soulevez me semble extrêmement importante parce que, en fait, c'est le problème les plus importants pour notre avenir. Le Cameroun, en 2050, comptera à peu près 48 millions d'habitants, ce qui est beaucoup. Est-ce qu'on pourra créer suffisamment d'emplois d'ici là? Et surtout, d'emplois décents? D'emplois décents d'ici là, avec l'essor, les poussées technologiques qui se mettent en place. Moi, je vais me dire, causons vrai, causons responsable, causons utile. Utile également. Sachons dire quand même à ceux qui nous écoutent que, en fait, sauf à rêver, il sera difficile et toujours de plus en plus difficile d'employer les jeunes qui sortent de nos écoles. Parce qu'en fait, il y a une contrainte de chômage technologique qui va balayer beaucoup. On développe cet aspect sur le chômage technologique tout à l'heure, mais en même temps, nous devons esquisser quelques solutions pour qu'il n'ait pas l'impression effectivement que tout est perdu. Alors, Maître Fidèle Djoubissi, vous avez écouté, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites pour planter le décor. Diao Mataba a insisté sur la différence qu'il faut faire entre la fête du travail et la journée du travail. Le docteur Desmano a insisté sur la différence qu'il faut faire entre le travail et l'emploi. Le docteur Mongori a insisté sur les enjeux qu'il y a à analyser la question du travail aujourd'hui au regard de la croissance démographique du continent africain et l'impact que cela pourrait avoir, bien évidemment, sur son développement économique et sur la capacité pour ces jeunes, l'Afrique étant un continent essentiellement jeune, où l'essentiel de la population est jeune, donc il devrait être confronté d'ici quelques années à cette difficulté-là. Alors vous vous situez à quel niveau? Oui, je suis parfaitement d'accord avec le communicateur du CPC. Diabo Mataba. Oui, du CPP, excuse-moi, qui a relevé la confusion entretenue dans l'opinion s'agissant des concepts d'emploi, de fête de travail et de la journée internationale. Et je pense que ce jour du 1er mai est un jour de commémoration de ce mouvement social des ouvriers qui avait à l'époque amené le patronat à respecter le travailleur, à respecter les conditions, à améliorer les conditions de travail et à respecter la dignité des travailleurs. Et tous les 1er mai, au lieu de se livrer à des festivités, nous devrions plutôt penser, et ceux qui doivent penser pour le travail, c'est 3 acteurs essentiels que sont le gouvernement, c'est-à-dire l'État, les politiques, les syndicats et le patronat. Donc tous les 3 devaient se réunir pour discuter des conditions de travail dans notre pays et voir dans quelle mesure on peut améliorer. Également, je suis d'accord avec Dr Antoine Depadou sur la distinction qu'il faut faire entre le travail et l'emploi. Parce que quand on parle du travail, cela renvoie à toute activité humaine avec effort en vue d'une production, soit de biens, soit de services. Et la notion de travail est globale, alors que la notion de l'emploi est restrictive. Lorsqu'on parle de l'emploi, cela se situe dans le cadre d'une entreprise.
on ne peut pas parler d'emploi sans entreprise, alors qu'il peut y avoir travail sans entreprise, comme il a si bien indiqué. Celui qui travaille dans sa plantation fait un travail de production et c'est pas toujours dans le cadre d'une entreprise. Donc, dans le cadre d'une entreprise ou d'une administration comme l'État, il y a les postes de travail qui sont définis et que celui qui occupe doit donner le résultat attendu. Et là, on parle d'emploi. Je pense que dans notre débat d'aujourd'hui, il s'agit de ce type de travail, c'est-à-dire des emplois qui sont créés au sein d'une entreprise ou au sein d'une institution et qui sont rémunérés et qui doivent qui doivent être exercés dans certaines conditions précises, reconnues par les droits de l'homme, reconnues par les droits nationaux et protégés. Et c'est à ce niveau qu'on peut parler de travail d'essence. Donc, il y a le travail d'essence lorsque ces exigences légales sont respectées. Et je voudrais également indiquer, s'agissant de ce que le docteur Georges Edimo vient de dire, que c'est vrai, si nous ne faisons pas des efforts, de plus en plus, l'emploi va devenir rare avec la croissance démographique. Je pense que Malthus, l'économiste Malthus, qui disait que aujourd'hui la croissance démographique ne suit pas le même rythme que la croissance des ressources, et il s'est posé en antipopulationniste. Mais à son opposé, il y a un autre économiste, je pense que c'est Jean Baudouin, qui a indiqué il n'y a de richesse que d'hommes. Absolument. Et donc, nous pensons que les pouvoirs publics devraient tenir compte de cette croissance démographique et faire des efforts pour que les emplois soient davantage créés. Je perçois dans votre analyse, Maître Fidèle Djoubissi, une espèce d'antithèse par rapport au développement fait tout à l'heure par le docteur Edimo, qui semblait s'inquiéter de ce qu'il y a une forte croissance démographique sur le continent africain et qui pourrait à long terme être un problème pour le continent. Mais lorsqu'on vous écoute, le sentiment qu'on a plutôt, c'est que cette forte croissance démographique donne une main-d'œuvre. Oui, c'est ça. Dans le sens de la production des ressources, et donc pour justement éviter de se retrouver dans la situation de la métaphore, je crois, du grand banquet. C'est ça, c'est exact, parce que nous ne devons pas inquiéter. Le grand banquet de la nature. Oui, nous ne devons pas nous inquiéter de la croissance démographique. Et nous avons l'exemple patent aujourd'hui, c'est la Chine. La Chine s'est développée avec ses nombreuses populations, qui a donné une main-d'œuvre bon marché. Mais nous ne disons pas que demain, il ne faudrait pas qu'on donne main-d'œuvre bon marché au Camerounais. Il faut que la main-d'œuvre soit bien rémunérée. Et c'est pour ça que le professeur Maurice Kamto, dans son adresse aux travailleurs, comme c'est de coutume déjà, à chaque occasion, il ne manque pas de s'adresser aux Camerounais dans leur activité. Et il a indiqué que dans le projet de société du MRSC, l'accent est mis sur la créativité et l'innovation, parce que la crainte dont le docteur Edimo a indiqué tout à l'heure, c'est par rapport à l'évolution technologique qui va faire en sorte que les formations de l'université seront davantage inadéquates, c'est-à-dire avec les exigences de l'emploi. Donc, il faudrait seulement qu'on se prépare et que les programmes des écoles et des universités soient adaptés aux exigences et aux perspectives, parce que il faut tenir compte de l'avancée technologique, et nous pensons qu'actuellement le gouvernement camerounais ne le fait pas très bien. Et si le président de la République, dans l'un de ses discours aux jeunes, a parlé de la nécessité de professionnaliser les enseignements, et il a regretté que la décision a été prise tardivement. Donc ça démontre que le gouvernement ne s'est pas préoccupé de cette perspective, et c'est pour ça que M. Edimo peut avoir des craintes et que normalement nous pouvons rattraper. Et c'est pour ça que nous disons, dans notre projet de société, nous avons indiqué comment ces problèmes-là pourraient être résolus. Vous allez développer ça tout à l'heure dans la partie réservée aux solutions. Je voudrais juste noter
que sur la question de la genèse, de la fête du travail, cela a été dit, même si ce n'est pas de façon détaillée, qu'en réalité, il s'agissait au départ d'une journée de commémoration des revendications des travailleurs qui exigeaient de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions de vie. Et sur la question du travail décent, je crois que les uns et les autres sont exprimés là-dessus. On va revenir sur la question, mais je vois qu'on évacue rapidement ce débat, docteur Antoine Desmanou. Est-ce que vous avez des inquiétudes pour ce qui concerne la croissance démographique sur le continent ou dans notre pays, pour ce qui est de l'avenir des jeunes en matière de travail décent? Je crois qu'il faut d'abord retenir une chose. Évitons de faire des comparaisons, car c'est pas raison. Et en secondo, je crois que par rapport aux craintes d'aucuns expriment, moi, je n'ai pas ces craintes-là, parce que j'ai une autre appréciation de la chose. Permettez-moi de vous dire ceci. Si j'ai commencé par développer d'abord, comme l'a dit Dr Dimo, c'est un peu normatif, la problématique du travail et de l'emploi, c'est parce qu'il faut voir la chaîne. Du travail, on crée l'emploi. C'est-à-dire tout travail qui a une valeur ajoutée est un emploi. Vous êtes aujourd'hui ici, si vous estimez que chez vous à la maison, parce que vous travaillez 8 heures de temps ici à Equinox, et qu'à la maison il faut quelqu'un pour s'occuper pendant 6 heures de temps de votre maison, c'est déjà un emploi. Donc moi je crois que la réflexion que j'ai ne va pas dans le sens de la crainte de la technologie. Parce que les pays qui sont d'ailleurs très avancés en technologie s'en sortent. Même si le taux de chômage, des fois, bon an, mal an, évolue d'une manière à la gestion, ils s'en sortent. Oui, mais la difficulté, c'est au niveau de la préparation. Alors que chez nous, on n'est pas ici avancé en technologie. Et déjà, si on a des craintes de ce côté, c'est parce que l'influence vient d'ailleurs. Pour moi, j'ai une autre vision de la chose par rapport à cela. D'abord, la crainte de la démocratie ne signifierait de rien, puisque dans notre tradition, on se rappelle qu'une famille nombreuse avait de la main-d'œuvre pour nourrir la famille. On savait que tel s'occupe du pâturage, tel fait ceci et cela. C'était une équipe. Vous voyez, au pays de Grassfield, comme on appelle habituellement. Oui, ça c'est une conception traditionnelle, précoloniale même. Et qui, quand on regarde, était une économie, on avait la basse-cour, on avait toutes ces choses qui faisaient que chacun savait ce qu'il faisait. Et c'était du travail à l'emploi. Puisque la poule que moi j'élève, à un moment donné, je vais la vendre, et j'ai de l'argent. Et celui qui me la paye va faire le bayam selam. Il va revendre pour faire de l'argent. Donc j'ai donné la possibilité, en apportant mes patates à X qui va revendre, à faire un emploi. D'où le bayam selam. Donc j'ai dit, il faut tout simplement que les Africains soient très objectifs et très courageux pour comprendre que c'est à eux d'imaginer un monde par rapport à ce qui existe. Vous voyez, quand on prend le cadastre foncier, et là je vais un peu chuter. Vous allez développer. Je vais mettre peut-être la braise à haute pipe. Vous poser une question pour permettre de bien comprendre. Donc de votre point de vue, les politiques antinatalistes qui ont été imposées à nos pays, de votre point de vue, n'avaient rien à voir. Peut-être. Puisque c'est sacré, la naissance d'un enfant. Vous pouvez aller au lit tous les jours avec une femme, mais ce n'est pas tous les jours qu'elle est enceinte. Donc comprenez que la venue d'un enfant au monde est sacrée. Et c'est même un choix divin. Nous ne pouvons rien dire par rapport à ça. Mais donc évitons de mener des politiques pour aller en contre la nature. On irait des politiques à Hitler, c'est-à-dire qui vont la nature de l'homme, ce qui n'est pas bien. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous croyez qu'avec l'environnement actuel, les mutations socio-politiques et culturelles qui s'opèrent dans le monde, je veux prendre l'exemple de la mondialisation, tout ce qu'on peut imaginer, vous croyez que cette conception continue de tenir, ça peut toujours tenir? Je ne sais pas si ça va tenir ou ça peut tenir, mais ce que je suis en train de vous développer est la vision que j'ai, n'est-ce pas, et qui est très simple. Quand on prend le cadastre foncier du Cameroun, on connaît Yaoundé, notre Douala, il y a de cela 60 ans, Douala avait à peine sur son cadastre foncier 100 milliards d'investis en termes de privé et public, infrastructure, habitat et autres. Aujourd'hui, en 2016, Douala est à 100 000 milliards qui peut servir d'apport personnel pour lancer le projet Vouri 2. Comme on a vu avec Abuja et Lagos, ou l'inverse, ou avec Abidjan et Yamoussoukro. Nous devons construire... C'est pour dire donc que le problème, c'est au niveau de la vision. Merci. Dans notre périphérie de nouvelles villes, garanties par les villes actuelles, pour assurer de l'emploi. Quand on parle de 68% taux de chômage des jeunes, et qu'on s'imagine des solutions à la regresse, à la dire non, la technologie viendra, je dis non. Le Cameroun est le seul environnement, et l'Afrique, qui offre la possibilité de créer des emplois. Parce qu'on peut garantir la construction de Fondi 2
Parafundi existants. Et c'est très important. Très important, pourquoi? Parce que si on fait des comparaisons, moi qui ai eu la chance de vivre à l'étranger avant de revenir au Cameroun, je me rappelle à l'époque, quand Paris avait 20 arrondissements, autour de Paris, on a lancé la construction de Noisy-le-Grand, Cergy-Pontoise, pour décongestionner les grandes villes et créer cette économie-là qui doit exister, créer des emplois aux jeunes. Et plus important encore, la formation. Parce que quand on parle d'un emploi, si je voulais qu'on différencie entre le travail et l'emploi, je voudrais faire clairement comprendre qu'avant qu'on devienne emploi ou qu'on ait un emploi, il faut d'abord maîtriser ce qu'on a à offrir. Beaucoup de Camerounais qui vont et viennent, prenez le cas de Benskine, comme le gouvernement a même eu le topette de faire de ça presque un emploi. Alors que le Benskine n'est pas un emploi. C'est une opportunité qui s'est créée grâce à une situation conjoncturelle où on avait coupé le salaire des Camerounais et il fallait à tout prix qu'ils s'en sortent. Ils ont commencé avec le Benskine à évoluer. L'État voit cela. Ils ne trouvent pas comment organiser le transport en commun et permettre aux Benskineurs d'évoluer du Benskine à la voiture, au train et autres. Donc, vous comprenez très bien que c'est encore un problème. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui gouvernent le Cameroun peuvent proposer des projets qui tendent à booster notre économie? Alors, docteur Idi Omongori, sur le développement fait par le docteur Demanou, est-ce que, parce que le sentiment que j'ai en vous écoutant, c'est que le problème se situe au niveau de la capacité des pouvoirs publics. Selon là, la capacité des pouvoirs publics à avoir une vision qui permettent de fixer le cap en tenant compte de l'environnement culturel et en face quelqu'un qui indique que avec les mutations qui s'opèrent à travers le monde, il faut faire attention, sinon on risque de rater le coach. Vous voyez, nous avons des défis. L'Afrique a des défis extrêmement sérieux. Le niveau de productivité de l'économie africaine est très faible encore. Pour arriver à s'intégrer dans les chaînes de valeur, il faudrait travailler en ce sens, tripler les rendements, doubler les niveaux de productivité. Donc maintenant, tout dépend de ce qu'on veut atteindre. Est-ce que nous voulons vivre en autarcie, dans une économie agraire retardé? Si on veut vivre comme ça, on peut continuer. Mais c'est le premier niveau de développement. Mais je vous dis qu'en 2014, la seule filière cacao a généré 110 milliards de dollars. La seule filière cacao. Les Africains qui produisent 73% du cacao ont tiré 7 milliards. Le reste est passé à l'industrie chocolatière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transformation. Aussi longtemps que vous n'allez pas dans les productions à haut contenu d'intelligence, à forte valeur ajoutée, vous ne pouvez pas mettre en place un mode d'accumulation suffisamment intensif pour booster votre développement. Ceci dit, moi je dis, c'est une question de choix. Est-ce que pour nous, le temps est le temps de la mondialisation, ou est-ce que nous sommes dans le temps de ce qu'on appelle l'import-substitution, c'est-à-dire, oui, on est dans notre contexte. Bon, c'est à nous de choisir, mais moi je pense que les défis qui sont les nôtres sont si importants. Il n'y a aucun pays, aucun continent qui aura à faire face à des défis que nous avons. Les Européens aujourd'hui, ils ont un peu de chômage, mais retenez que la population européenne est vieillissante et l'essor démographique est énormément faible. Elle est même en train de s'atrophier. En 2050, toute l'Europe comptera 500 millions d'habitants. À cette même date, le Nigeria les aura dépassés de 100 millions d'habitants. Oui. Hein? Puisque le Nigeria est en train de se positionner comme les plus grandes puissances démographiques au regard justement de la croissance démographique. Donc nous avons des défis extrêmement importants qui sont des défis démographiques, des défis de gestion des jeunes, parce que si vous ne pouvez pas gérer vos jeunes, vous ne pouvez pas leur donner de l'emploi. Vous faites quoi finalement? Alors, dans ce cas, Diabo Mataba, peut-être ce qu'il faut dire, c'est que ce qui compte finalement, c'est la vision, les politiques publiques en matière de création d'emplois, en matière, et cela justement devrait peut-être être arrimé selon le docteur Idio à
à un projet éducatif qui permette bien évidemment de mettre à la disposition du monde de l'emploi et du marché, excusez-moi la répétition, des produits permettant effectivement de s'arrimer aux exigences de la mondialisation et bien d'autres. C'est un avis que vous partagez? Oui, exactement. Je comprends l'inquiétude du docteur Edimo qui est dans son rôle de sonneur d'alerte. Il s'est bien rendu compte que nous sommes dans une société où la classe gouvernante ou les gouvernants manquent de prospective, accumulent les échecs au niveau de la définition des priorités, et c'est normal qu'il ait ces craintes-là. Je voudrais déjà, premièrement, demander au docteur Edimo de sortir des plateaux télé, d'aller le crier, d'aller éduquer les Camerounais sur le terrain et de se mettre en noir, parce que nous sommes dans une campagne de vendredi en noir où nous appelons les Camerounais qui ont des craintes, des Camerounais qui veulent l'eau, à s'habiller en noir tous les vendredis pour revendiquer les services de base, pour revendiquer une vision adaptée aux enjeux auxquels on fera face dans le futur, et puis pour revendiquer ou pour ordonner à nos gouvernants de s'occuper en priorité des problèmes qui nous concernent. Pour revenir à la question que vous avez posée, Duval, l'accroissement démographique ne devrait pas nous faire peur. Au contraire, c'est une opportunité. 45 millions de Camerounais, c'est 45 millions de bouches à nourrir. Vous voyez le potentiel en matière de création d'emplois agricoles, en matière de développement de petites industries, en matière de développement d'unités de production agricole, d'unités de fabrication de produits. Ça fait 45 millions de Camerounais à habiller. Ça fait 45 millions de Camerounais à déplacer sur le plan des transports urbains, personnels, de la mobilité. Ça fait 45 millions de Camerounais à connecter sur le plan de la téléphonie mobile, sur le plan d'Internet, etc., etc. Donc ce sont des potentiels, c'est une opportunité, et il ne faudrait pas qu'on s'attaque à elle en position de défiance. Au contraire, nous devons être fiers d'être Camerounais, d'être nombreux, et nous devons plutôt avoir la posture de ceux qui envisagent le comment, le devenir. La question qu'on devrait se poser actuellement, c'est comment est-ce qu'on voit le Camerounais dans 45 ans? Quel type de Camerounais sera adapté à ces années-là? Et qu'est-ce qu'on fait pour que, à cette période-là, que ceux de nos fils ou de nos arrière-petits-fils ne vivent pas les mêmes situations que nous vivons aujourd'hui, et dont je crois qu'on entrera plus en détail tout à l'heure en ce qui concerne l'emploi ou le travail décent. Donc pour moi, c'est cet aspect des choses qu'il faudrait retenir. Il faudrait, pour me résumer, considérer cet essor démographique comme un atout, comme une opportunité, et se presser à la tâche, parce que plus on attend, plus on accumule les problèmes, et moins on a de chances d'y faire face facilement dans le futur. Donc c'est maintenant, je comprends le professeur, c'est maintenant qu'on doit s'attaquer à ces problèmes-là. C'est maintenant, c'est pas en 2035. Et on a bien la preuve que ce n'est pas la préoccupation de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. D'où l'appel au sursaut d'orgueil, d'où l'appel à la prise de responsabilité. Notre maître Fidèle Yobissi, tel que le travail est fait aujourd'hui, en attendant de faire ses projections sur l'avenir et de voir à quoi le pays va ressembler dans 20 ans, dans 25 ans, à l'émergence et au-delà de l'émergence, est-ce qu'on peut se satisfaire de la condition du travailleur camerounais aujourd'hui? Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, un certain nombre de difficultés qu'il faut relever dans la manière dont le travailleur camerounais se déploie? Aujourd'hui, il est complètement difficile de satisfaire le travailleur camerounais, et ce pour des raisons que les autres viennent de relever tout à l'heure, surtout Dr Edimo, qui a relevé que notre système productif n'est pas efficace, et que l'Afrique aujourd'hui fait encore une production
très marginal. Et il a relevé seulement la filière, par exemple, la filière cacao, qui génère beaucoup de revenus, de ressources, et que l'Afrique tire seulement une portion congrue. Et ça, c'est par rapport au système qui est mis en place. Et mon allié Diabo Mataba vient de l'indiquer. Ça dit que les gouvernants actuels ne se préoccupent pas beaucoup des enjeux et des défis qu'il y a à relever. Docteur Edimo l'a bien souligné. C'est-à-dire qu'il y a des défis et des enjeux. Et nous ne devons pas être inquiets par rapport à cette croissance démographique. Alors, si nous mettons d'accord sur le fait que, cette croissance démographique peut être un atout, reste maintenant à définir quels sont les secteurs dans lesquels il faut travailler, justement, puisqu'on parle de travail, pour ne pas être rattrapé ou bien pour ne pas être en retard. Oui, c'est une question de vision. Et donc, il a parlé d'agriculture. C'est une question de vision. C'est une question de vision. Et la vision doit être donnée par ceux qui sont aux affaires. Et nous pensons que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui n'ont pas la bonne vision. C'est pas 2035, comme a dit mon ami tout à l'heure. C'est pas 2035, c'est pas l'émergence 2035. Alors votre vision, vous, au MRC, nous avons la vision du MRC. Dans le projet de société du MRC, nous avons une vision qui est fondée sur le pilier pacte productif. Le pacte productif qui met l'accent sur la nécessité de produire et sur la nécessité de mettre en place un système efficace de production. C'est-à-dire, il faut penser à l'industrialisation pour ne plus tirer seulement 7 milliards de 110 milliards. Et que également, il faut penser à la formation des jeunes, et que ces formations doivent répondre aux exigences des emplois et aux perspectives à venir. C'est-à-dire, il faut tenir compte de ce qui va arriver demain et avoir une bonne prospective et faire des formations par rapport à défis qu'il y a à relever. Et dans notre programme... Les autres le disent déjà, maître Fidèle Dubissi. La question de la production, on l'a déjà entendu. On a entendu, par exemple, le président de la République annoncer la création de lycées agricoles, le développement de l'agriculture, le développement... je veux dire quoi, il y a un certain nombre de projets qui sont initiés au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Sur la question de la formation, on a entendu parler également de ces établissements qui sont créés, de la nécessité qu'il y a de revoir le système éducatif, les méthodes pédagogiques, ainsi de suite. Donc, ils ne font que des discours. Mais sur le terrain, ils n'appliquent pas ce qu'ils disent. Bon, on veut bien voir la différence entre ce qu'ils disent et ce que vous dites. La différence avec le MRSC, nous avons indiqué, et le professeur Maurice Kamto l'a indiqué à plusieurs occasions, que si nous voulons vraiment nous développer, il faut tenir compte de nos ressources. Nous devons faire la formation des jeunes en tenant compte des ressources que nous avons à transformer. Si nous avons les ressources dans le sous-sol et les ressources du sol, comme l'agriculture, il faut que à l'enseignement supérieur, nous créons des filières, et des filières qui sont en adéquation avec ces ressources. Si nous prenons par exemple la filière cacao ou la filière café, est-ce que dans une de nos universités, on forme des gens pour la transformation du cacao ou la transformation du café, ou bien est-ce qu'on forme des gens dans nos écoles même pour le coton, même pour le textile, pour transformer le textile? Ça ne se fait pas. Nous disons au MRSC que nous allons faire à ce que les gens soient formés au niveau supérieur sur le plan de la science et la technologie par rapport à nos ressources. On va faire des filières. De telle sorte que si nous prenons l'exemple de filière cacao, parce que c'est le cas où il y a beaucoup de ressources générées. Si nous prenons la filière cacao, nous allons à l'université, nous voyons tous les produits qu'on peut tirer du cacao, et on fait des filières à l'université. Dès que les apprenants finissent leur formation, le gouvernement met en place des industries
pour leur permettre de travailler. Et quand ces industries vont fonctionner de telle enseigne que elles deviennent rentables, à ce moment, on privatise. On donne au secteur privé et après, quand les autres vont voir que c'est un secteur qui fonctionne, ils vont s'engouffrer là-dedans et nous allons faire la production, et nous allons faire une économie qui marche. C'est pour ça qu'au MRC, nous parlons du lion économique de l'Afrique. C'est possible. Il y a le cas du Maroc. J'ai lu dans Cameroun Tribune récemment la politique agricole du Maroc. Vous savez comment le Maroc a fait? Le Maroc, au lieu de nous parler de l'agriculture de seconde génération, qu'on fasse de l'agriculture, nous ne savons pas où est passée la première génération, qu'on nous fasse la vraie agriculture. J'ai lu que le Maroc a organisé son agriculture de manière simple, avec deux tendances. Une tendance concernant les petits producteurs, les producteurs familiaux, qui sont encadrés par les agents agricoles bien formés, et on leur distribue des semences, on les organise en coopérative, et ils produisent d'abord pour l'autoconsommation des Marocains. Et il y a une autre tendance qui on a appelé le système d'agrégat, c'est-à-dire des vastes plantations avec des machines, c'est mécanisé et la production est destinée au marché international. Aujourd'hui, le Maroc a fait cela. Non, mais où est ça? Où est ça? La seconde génération, c'est le fait des tracteurs qui sont dans la broussaille à Ebolova. Est-ce que c'est ça l'agriculture de seconde génération? Docteur Desmanou, je voudrais bien que les téléspectateurs comprennent, qu'il n'ait pas l'impression qu'on s'est éloigné du sujet. On parle bien du travail et du travail décent. C'est vrai que pour l'instant, on parle encore du travail et on verra tout à l'heure en quoi est-ce que ce travail peut être décent, parce que vous avez vous-même indiqué qu'il y a un certain nombre d'exigences qu'il faut prendre en compte pour que le travail ordinaire, le travail au départ, soit finalement un travail décent. Et donc, vous indiquez quels sont les domaines, les secteurs dans lesquels on peut effectivement travailler pour porter le Cameroun à l'émergence à l'horizon 2035 et même au-delà. Alors, docteur Desmanou, sur la vision développée par le MRC, par Maître Fidèle Djoubissi, est-ce que, en tant qu'économiste et en tant qu'homme politique, je rappelle que vous vous préparez à être candidat à la prochaine élection présidentielle, c'est une vision qui, de votre point de vue, est vendable? Tout d'abord, je ne me prépare pas. J'ai déjà fait ma déclaration. Je suis candidat pour 2017. Oui, mais on n'annonce pas encore les candidatures. Non, j'ai déjà fait ma proposition de foi. Elle est en ligne, on peut la lire. Okay. Et je crois que ce n'est plus une question de dire est-ce que Desmanou serait candidat ou pas. Bien, ça c'est déjà dit. Alors, revenons sur la question qui nous intéresse, à savoir l'emploi décent. Parce que là, on a compris ce que c'est que le travail et on va vers l'emploi. La problématique de l'emploi décent au Cameroun, c'est la mentalité d'abord. Vous savez, un chef d'entreprise à qui un employé lui rapporte 1 million de francs de bénéfices, lui paye 50 000. C'est l'exploitation. Et il a cette mentalité, il a ses moyens. Et le petit employé, s'il refuse, moi je vous dis, il y a quelqu'un qui travaille dans un hôtel, il est gardien, il est blanchisseur pour 50 000 francs. Et son patron, ça lui dit rien. Et la rentabilité de ce gars permet à ce patron de continuer à accumuler ses milliards. Donc le travail décent ne peut pas être au Cameroun une portée pour tout le monde, parce que la mentalité de l'homme du chef d'entreprise est telle que le travail ne saurait être décent. Et cette mentalité est d'autant plus caractérisée par un comportement qui ne fait qu'aller davantage en croissance. Donc c'est très important de mentionner la problématique de la relation entre l'employé et l'employeur et de voir qu'est-ce que cet employé me rapporte, et s'il me rapporte autant d'argent, pourquoi pas ne lui en donner aussi suffisamment? La question est là. Et vous avez un employeur, c'est de voir de quoi je parle. Quant au travail de l'emploi décent, je continue à dire que on ne peut pas parler d'emploi décent lorsqu'on ne crée pas des emplois. Et pour créer des emplois, ce n'est pas l'État qui crée des emplois. L'État aide, crée le cadre. Regardez nos lois, depuis 56 ans, l'indépendance. Les lois de Cameroun sont 18, toutes nos lois. Parce qu'elles devaient faire l'objet d'une rélecture, et Maître ne dirait pas le contraire. Le code du travail du Cameroun est complètement pas adapté à la situation d'aujourd'hui. On parle de travail, on dit même que l'État est obligé à donner un travail à un citoyen camerounais. Dans le code de travail, c'est l'obligation. Oui, garantir. Voilà. Et ce n'est pas le cas sur le terrain. L'État dit, c'est des intérêts, il dit non, je n'ai pas de moyens pour faire cela. La notion n'est pas comprise par tous. L'État, c'est vous, l'État, c'est moi. L'État, ce n'est pas des bâtiments. Je faisais remarquer à certains responsables de ce pays que
On les donne un bâtiment flambant neuf. Au bout de 2 ans, vous arrivez, tout est sale, tout est arrangé partout. C'est le travail qui ne travaille pas. Et ils ne travaillent pas. Ils se contentent de ce qu'on les a donné et gèrent ça comme ça. Toutes les entreprises parapubliques de l'État, toutes les entreprises privées qu'on a privatisées, d'État qu'on a privatisées au Cameroun, connaissent le même essor. En privatisant l'électricité du Cameroun, qu'est-ce qui fournit l'argent qui permet à Eneo de devenir une entreprise avec rentabilité? C'est les Camerounais. Qu'est-ce qui fournit l'argent de Camaraï? C'est les Camerounais. À la fin de l'année, quand on dit les recettes faites par Eneo, qu'est-ce qui paie ces recettes? C'est vous et moi qui payons ces recettes. Ils n'amènent l'argent de nulle part. Et l'État, au lieu de privatiser l'Eneo, en le confiant à ceux-là qui sont les gros consommateurs, qui payent 300 000, 400 000 de courant par mois, on l'a confié à quelqu'un qui vient exploiter chez nous de l'argent et s'en aller avec. Est-ce ça la responsabilité de ceux qui nous gouvernent? Est-ce ça le patriotisme? Autant dire pour moi que la question du travail décent dépend d'abord de la mentalité et des comportements de ceux qui effectivement peuvent employer d'autres. Alors, où se trouve... Alors, je n'ai pas fini. Oui. S'il est clair que la partie employeur est bien reconnue par sa responsabilité par rapport au fait qu'il peut exploiter quelqu'un et payer moins, il est aussi clair que ceux qui offrent les services, on doit s'assurer qu'ils ont la maîtrise de ce qu'ils offrent, dont les formations et les renforcements de capacité doivent être permanents. Et ça, c'est l'État qui accompagne cela à le faire. Vous voyez, la responsabilité est un peu partagée. Mais si on revient à la question du travail, de l'emploi décent au Cameroun, je dirais, nous avons encore du chemin à faire. Il faut tout simplement que des débats comme les vôtres et des solutions, bien évidemment. Puisqu'on en parle tout à l'heure. Et là on a, pour revenir sur ce que viennent de dire mes collègues, ils ont trouvé un secteur qui nous rappelle le dur labeur de nos parents, le cacao, le café. Vous savez, c'est des cultures qui, dans un premier temps, on ne savait même pas que ça rapportait. Puisque l'homme blanc te faisait cultiver le cacao pour que lui l'amène chez lui. Jusqu'au moment où il a implanté chez toi une plateforme pour l'exploiter sur place, afin de garder la qualité de cela. On a dit que le cacao transformé en chocolat fait tant de nombre d'argent par rapport... Et tout cela démontre une chose, c'est la méconnaissance de nos produits. Méconnaissance de notre environnement. Donc il est important que dans le système éducationnel, j'ai entendu, il a évoqué le système, l'enseignement supérieur. Je me méfie de ce mot-là, puisqu'il n'y a pas d'enseignement inférieur. Vous voyez très bien qu'on parle pas d'enseignement. On parlait d'enseignement académique et universitaire, serait suffisant. Alors là, c'est notre thème. On revient tout à l'heure sur les solutions qu'il faut envisager. C'est vrai que dans le développement que vous faites, on voit en même temps des esquisses de solutions, mais on va développer ça davantage. Alors, je vais donner la parole au docteur Idio Mongori. Sur l'argumentation présentée par le docteur Emmanuel tout à l'heure, sur la question du travail décent, qu'est-ce que vous dites, docteur Idimo? Parce que, en l'écoutant attentivement, il semble que le premier obstacle de son point de vue, c'est la nature des rapports qui est entre l'employeur et l'employé. Il a pris des exemples. Le deuxième élément, c'est la responsabilité de l'État. La responsabilité de l'État du point de vue de la question de la création des emplois, parce que bien évidemment, il semble indiquer que si on a des gens qui ont un emploi qui n'est pas décent, c'est du fait de l'insuffisance des emplois et donc on se contente de ce qui existe. Il a semblé esquisser des solutions en indiquant qu'il faut travailler sur les mentalités. Oui, absolument. Je suis absolument d'avis également que la relation entre employeur et employé, c'est parfois tout un problème dans notre monde, et j'approuve également le fait que, d'une manière générale, les conditions de travail telles qu'elles sont aujourd'hui ne devraient pas, ou plutôt les emplois, ne devraient pas forcément être créés par l'État, parce que l'État, c'est le régulateur, il met le cadre, ce qui veut dire, en fait, la tâche de l'État devrait être celle de créer un climat qui permet aux entreprises, pas seulement aux grandes, aux petites, aux très très petites, d'évoluer de manière prospère. Je veux dire ceci, en fait, il n'est pas toujours inutile de souligner que l'auto-emploi, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui devrait être encouragé. Ces métiers devraient être encadrés, couverts socialement. C'est des emplois. La fille qui est assise à faire du call box, elle a un emploi et elle devrait être
encadrée à tous les points de vue, formée, accompagnée, soutenue, respectée, mise dans des conditions de respectabilité suffisantes. Il devrait avoir des moyens à sa disposition pour qu'elle élargisse son activité. Parce qu'en fait, c'est ça. Créer de l'emploi. Vous décrivez l'État-providence, hein, docteur Idi Mongori. Pas trop, mais je dis plutôt ceci. Je reviens toujours au fait que chez nous, les Noirs ne dorment pas, ils font les enfants. C'est clair. Ils font des enfants. Mais on va les employer comment? Donc moi, à mon avis, je pense qu'il y a des filières dans lesquelles tous les étudiants devaient passer. Le micro-entrepreneuriat, chacun devrait savoir comment on gère même une petite épicerie. Parce qu'en fait, qui va créer de l'emploi? Si ce n'est toi qui as un minimum de connaissances. La petite industrie, ou plutôt la petite société qui consiste à pousser un pouce qui contient des cannes à sucre ou des fruits, c'est toute une entreprise qui devrait vraiment être bien encadrée pour qu'elle prenne du volume, pour qu'elle emploie davantage, dans des conditions toujours plus saines, dans des conditions toujours mieux organisées, de manière à ce que tout un jeune puisse savoir que c'est un emploi, parce qu'on ne va pas créer un autre. C'est limité. Je le disais précédemment, nous, enfin, les économistes, depuis un siècle, l'orthodoxie économique part d'un effet de percolation qui est là, qui veut dire que les poussées technologiques doivent dynamiser la productivité. Et quand vous dynamisez la productivité, du coup, vous sortez des agrégats de consommation qui sont produits à des prix toujours plus bas. Lui, il comprend bien ce que ça veut dire. Hein? C'est ça l'industrie. De manière à ce que tout consommateur puisse les tirer. Oui. Bon, mais ça a sa conséquence. La conséquence, c'est qu'à la fin, les employeurs, plutôt les populations, ne peuvent plus travailler. J'aime toujours regarder ce qui s'est passé au sud des États-Unis, aux années 40, en 44 précisément. Lorsqu'on a introduit ce qu'on appelle la ramasseuse de coton, les Noirs américains, ils étaient essentiellement actifs dans le secteur du coton au sud des États-Unis. Et en une heure, le meilleur travailleur de coton pouvait produire 9 kilos. Lorsqu'on a mis la ramasseuse en place, elle produisait en une heure 450 kilos. Aussitôt, tous les Noirs étaient devenus inutiles. Il y a d'autres exemples. Donc, docteur Mongori, il y a d'autres exemples dans l'histoire. La fin de la traite négrière, c'était essentiellement la révolution industrielle. Alors, Diabo Mataba, sur cette question-là, il faut donc permettre aux entreprises d'être prospères. C'est un levier pour arriver à la solution du travail décent? Oui, il faut permettre aux entreprises d'être prospères. Il faut... En attendant de revenir sur la question du code de travail avec Maître Ndjoubissi. Oui, mais je voudrais d'abord, avant d'entrer dans le fond de votre question, revenir sur ce qui a été mentionné en parlant de mentalité. Non, je voudrais dire qu'il n'existe pas de mentalité camerounaise. Je suis sûr que si on insérait les mêmes habitudes en France, je parierais ce que vous voulez que l'employeur français se mettrait à agir de la même façon que l'employeur camerounais aujourd'hui. Donc, ce sont des habitudes qui se sont installées parce qu'il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'inspection, alors qu'il y a des gens qui sont là pour faire ce travail-là. Donc il n'y a pas de mentalité camerounaise comme il n'y a pas de mentalité française ou gabonaise. Il y a des habitudes camerounaises qui se sont installées au fil des ans. Donc, sur la table, ici, on a tous fait le constat de l'échec d'un système et d'un régime. Le travail à faire maintenant, c'est celui de la réflexion prospective en termes de propositions pour avancer, parce qu'il ne suffit pas de critiquer, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Et pour ça, il faudrait qu'on fasse
ce qu'on appelle une définition, une évocation de la terminologie. Il faudrait qu'on s'entende sur les termes. Vous avez posé une question en début d'émission, c'est quoi le travail décent? Il faut dire que le travail décent, où on peut qualifier un emploi ou un travail décent en s'appuyant sur 4 indicateurs fondamentaux. Le premier indicateur, c'est l'emploi. Le docteur Despanou vient de faire allusion à ça. En termes d'emploi, il faut questionner la disponibilité de l'emploi et puis la capacité qu'a l'environnement ou qu'a le pays à susciter ou à mener des gens à créer des emplois ou à s'auto-employer. Le professeur Edimo vient de revenir là-dessus. Le deuxième indicateur, c'est celui de la protection sociale. Est-ce que les employeurs camerounais sont protégés, ont la sécurité sociale? Est-ce qu'il y a une sécurité au travail? Est-ce que les risques liés au travail sont garantis, couverts? Est-ce que les bonnes conditions de travail sont garanties? La couverture sociale. Donc, le troisième indicateur, c'est le droit des travailleurs, les normes et le droit des travailleurs. Donc, est-ce que les normes qui existent, on aura probablement la discussion tout à l'heure sur la qualité de ces normes-là, mais est-ce que celles qui existent sont appliquées? On va revenir probablement sur la question des conventions collectives. Est-ce que celles-là sont appliquées? Pourquoi? Est-ce que ces droits-là garantissent les libertés syndicales? Est-ce qu'il n'y a pas de discrimination? Et le dernier indicateur que je voudrais mentionner ici, c'est celui du dialogue social. Est-ce qu'il est permis? Est-ce qu'il est autorisé? Est-ce qu'il est favorisé? Le dialogue social au sein des entreprises et le dialogue social au niveau étatique, macroéconomique. Est-ce qu'il y a des rencontres régulières entre le patronat, le salariat et puis l'État qui doit jouer son rôle d'arbitre et de régulateur et de surveillant ou d'inspecteur? Est-ce que l'État joue ce rôle-là où il a le parti pris? Est-ce que le salariat ne se retrouve pas aujourd'hui dans notre contexte entre le marteau du patronat et l'enclume de l'État? Donc ce sont ces questions-là qui peuvent nous permettre d'analyser de façon objective la situation du travail décent dans notre pays. Donc si vous voulez, rapidement, je peux dérouler la batterie de statistiques. En attendant de revenir à cela, je donne la parole au docteur, à Maître Fidèle Djoubissi. Maître Fidèle Djoubissi, il y a la question, lorsqu'on parle de la question du travail décent, et évidemment, dans les éléments qu'il a mentionnés, on voit apparaître quelque part la question du code du travail, puisqu'il a parlé de la protection sociale, il a parlé du droit du travailleur. Et dans le droit du travailleur, il a fait une extension sur la question des normes et ainsi de suite. On peut peut-être dans ce registre-là mettre le code du travail. Est-ce que le code du travail, de votre point de vue, tel qu'il se présente aujourd'hui, satisfait les attentes? Est-ce qu'il est un code qu'il ne faudrait pas penser à revoir? Avant d'y arriver, je voudrais faire une observation par rapport à ce que docteur Antoine Despanou a dit tout à l'heure, s'agissant de l'État. Je voudrais dire que je n'aime pas souvent cette façon de dire que l'État c'est nous. L'État c'est pas nous. Il n'a pas dit le gouvernement, il a dit l'État. Non, il dit l'État c'est nous. L'État c'est pas nous. C'est une manière de déresponsabiliser ceux qui sont aux affaires, parce que l'État c'est quoi? C'est l'entreprise politique à caractère institutionnel qui a pour objectif de gérer les affaires publiques. C'est pas tout le monde qui gère les affaires publiques, et pour gérer les affaires publiques, le mandat est donné à certains d'entre nous pour le faire, et ceux-là doivent répondre de la gestion des affaires publiques. Donc, quelle différence vous faites avec le gouvernement, Maître Fidèle Djoubissi? Le gouvernement... Parce que le gouvernement est l'ensemble des personnes qui sont investies du pouvoir de l'État, justement, pour conduire les affaires de la nation. Le gouvernement, c'est l'ensemble des élites au pouvoir, les élites qui sont aux affaires. C'est ça qui constitue le gouvernement.
Bon, basta, quand on parle de l'État, c'est de manière globale, au niveau national et au niveau local. Quand vous avez la commune, monsieur le maire ici, c'est lui qui doit gérer les affaires de la cité. Et c'est lui qui doit répondre. C'est pas tous les citoyens de Douala qui doivent répondre de la gestion des affaires publiques. Donc, ça, c'est... Ceci étant dit, le code du travail actuel est un code, comme le professeur Eddy Moua dit tout à l'heure. La plupart de nos lois aujourd'hui sont obsolètes. Et nous avons en face de nous un gouvernement, un régime qui est tellement... qui n'aime pas les réformes, qui ne procède pas aux réformes. Un régime tellement réticent aux réformes. Il a dit... permettez-moi, il est proactif sur d'autres sujets. On voit très bien qu'il se mobilise rapidement quand il faut... Pour conserver le pouvoir ou pour confisquer le pouvoir. Quand il faut faire des appels à candidature, là il est proactif. Alors, je crois que Jean Mataba a indiqué tout à l'heure qu'on a fait le constat, donc maintenant on peut... Non, je voudrais indiquer, s'agissant du code du travail, notre code du travail est dépassé, le code de 1992, qui a été révisé. C'est-à-dire, au départ, il y avait le code de 1974 qui était favorable, qui était meilleur que celui de 92. Et c'est en 92 sur tous les citoyens ont accepté, ont adhéré à ce code. C'est parce que nous étions en situation de crise qu'on avait accepté ce code, qu'on a adopté le principe de la flexibilité du droit du travail, parce que les entreprises étaient en crise, il fallait faire des sacrifices. Tout le monde était appelé à faire des sacrifices pour qu'on sorte de la crise. Aujourd'hui, le régime en place nous indique qu'on est sorti de la crise, mais au même moment, on ne voit pas que lui-même donne l'exemple en augmentant le salaire de ses fonctionnaires qu'il a coupé de 70%, alors qu'il nous dit qu'il est sorti de crise. Et également, le code du travail devrait être réadapté pour que la croissance supposée obtenue puisse profiter aussi aux travailleurs. Parce que lorsqu'on parle du salaire, le salaire, c'est la répartition de la richesse. Parce que quand on produit la richesse, on doit procéder à la répartition. Les économistes qui sont ici ne peuvent pas me démentir, parce que l'économie repose essentiellement sur la production de la richesse et la répartition de ces richesses. Et par le salaire, on procède à la répartition de la richesse. Donc, aujourd'hui, on devrait penser à réviser ce code de travail. Et bon, le gouvernement a pensé à un avant-projet qui est en cours. Et depuis, on ne voit pas le projet même aller à l'Assemblée nationale pour que beaucoup de choses soient changées. Il y a dans ce code des dispositions qui sont aujourd'hui dépassées. Par exemple, si je prends l'article 39 du Code du travail par rapport au licenciement, les prérogatives énormes sont données aux employeurs pour licencier de manière aisée, de manière facile les employés sans courir grand risque. Parce que dans l'article 39 du Code du travail, lorsqu'on indique que les dommages et intérêts sans dépasser 3 mois de salaire par année d'ancienneté, sans être inférieur à 3 mois de salaire par année d'ancienneté, ne peut pas dépasser 1 mois de salaire par année d'ancienneté. Donc, et lorsque vous avez fait 2 ans ou 3 ans et qu'après l'employeur trouve qu'il peut vous licencier même de manière abusive, il court le risque de vous payer seulement 3 mois de salaire. Et là, il est très facile pour un employeur de licencier. Donc, on devrait réviser et adapter à la situation économique actuelle pour que ça puisse dissuader les employeurs à licencier. Également, il y a d'autres dispositions comme l'article 32 sur le salaire, où il est indiqué que le salaire est négocié entre l'employeur et l'employé. Et l'employeur qui est en position dominante ne peut pas négocier de manière favorable pour l'employé qui est en position de faiblesse. Même si
l'interprétation de cet article a donné, a fait que dans la pratique, ce soit les employeurs qui, en face des employés, leur proposent des salaires insignifiants, alors que le législateur, dans cette disposition, entendait mettre la négociation entendait faire de la négociation l'affaire des syndicats, c'est-à-dire dans le cadre des conventions collectives. Et il se trouve aujourd'hui que si il y a certains secteurs d'activité où il y a des conventions collectives, il reste encore beaucoup d'autres secteurs d'activité où il n'y a pas encore de conventions collectives, comme le secteur de l'enseignement. Il n'y a pas de convention collective et à ce moment, les employés sont complètement livrés à eux-mêmes et que là, les employeurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, il y a plusieurs dispositions comme ça et même en matière juridictionnelle. Aujourd'hui, lorsqu'un employé est licencié, il ne sait pas à quelle sauce il sera mangé, il ne sait même pas à quel sort il est voué. Parce que si c'est un licenciement abusif, pour que le tribunal puisse trancher, le tribunal prend souvent 10 ans pour trancher. Moi, j'ai dans mon cabinet, il y a un dossier d'un monsieur que j'ai pris quand j'étais en stage, et ce n'est qu'en 2001, c'est en 2011 qu'on a eu une décision, et ce monsieur était même déjà mort. Donc, heureusement que ces enfants étaient là, et que j'ai fait venir pour qu'on exécute la décision en leur faveur. Donc, vous voyez, probablement que ce monsieur serait un moment faute d'argent pour se soigner. Donc, on devrait reviser le code du travail et faire en sorte que les décisions, les affaires en matière sociale soient rapidement instruites et que nous devions même copier l'exemple ailleurs en créant un tribunal spécial comme en Europe, un tribunal de prud'homme pour les travailleurs, pour que les juges s'occupent seulement des affaires des travailleurs et que ce soit réglé le plus rapidement possible. Donc, ça va faire beaucoup de tribunaux criminels spéciaux, hein, maître. Pas tout à fait. Vous reprendrez la parole tout à l'heure pour développer cette question. Docteur Demanou, sur les solutions qui peuvent être envisagées pour un travail décent dans notre pays. Maître Fidèle Yubissi a insisté sur l'aspect juridique, avec notamment la nécessité qu'il y a de dépoussiérer le code du travail. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des solutions qui doivent être envisagées sur le plan économique et financier, par exemple? Effectivement. Je vais remercier cette question et dire à Maître que, Maître, je reviens sur le fait que je suis un citoyen État, comme vous. Si je parle de l'État en tant que citoyen, parce que je paye mes impôts pour faire fonctionner l'État. S'il y a des administrateurs qui sont dans les bâtiments pour gérer l'administration publique, il reste que moi, le citoyen, si je ne paye pas l'impôt, il ne pourra pas gérer l'administration publique. D'où la relation citoyen-État et État. Bon. Il y a l'État à part et il y a le citoyen. C'était juste une part des choses. Bon, d'accord. Mais citoyen et État, c'est très important. Je reviens sur cette question. Le salaire est fait de quoi? Et il sert à quoi? Un salaire. Le salaire nous permet de payer le transport pour aller et venir si ce n'est pas déjà inclus dans nos droits comme employés par l'employeur. Le salaire nous permet de payer notre loyer, de payer nos frais fixes et autres. Donc, quand on donne un salaire à quelqu'un, le SMIC, on le décide, on dit 38 000. C'est en fonction de quoi? Puisqu'on sait qu'aller et venir au Cameroun, le taxi, c'est 250 francs. Aller et venir au Cameroun, c'est 500 francs déjà. Pour celui qui va et vient. C'est tout. Alors, vous verrez que 500 francs fois 30, ça fait 15 000. On dit qu'il a un loyer de combien? De 20 000 francs par mois, c'est tout ça, 25 000. Donc, si vous prenez le squelette du salaire, vous comprenez qu'il n'y a pas un salaire au Cameroun. Le SMIC camerounais ne peut pas permettre à un Camerounais de vivre décemment. C'est exact. D'où l'emploi décent ne peut pas être décent au Cameroun parce que le salaire qu'on donne à l'employé du Cameroun ne saurait lui faire de sa vie une vie décente. Le problème fondamental est là. Le salaire, ça fait de quoi? Donc, si l'État pense que le salaire est fait de ceci et cela, et qu'il décide que le SMIC est de 28 500, aujourd'hui on parle de 38 500, c'est en fonction de quoi que ces techniciens des finances, au niveau des finances, ont décidé que les Camerounais avec 28 000 francs, 38 000 francs, dans une zone A, B et C, peuvent vivre décemment. À quoi sert l'emploi s'il ne permet pas de vivre décemment? D'où j'ai dit, le salaire au Cameroun doit être un appoint pour permettre d'ailleurs de mieux lutter contre la corruption.
Parce que si je paye bien quelqu'un et il va encore voler, alors là, il doit être doublement tapé sur puni. Donc, il est clair qu'à partir du moment où les salaires calculés ne sont sur la base d'aucune réalité économique, puisque ce n'est pas sur la base du pouvoir d'achat, c'est sur la base de ce qu'on vend sur le marché. Aujourd'hui, il y a un supermarché qu'on a créé au Cameroun, des plateformes qui sont plus comme en Europe. Mais on vous demande d'aller manger là-bas un fromage avec quel salaire? C'est exact. Et je crois que ces supermarchés qui sont la bienvenue et qui doivent être d'ailleurs partout dans les villages, parce que le problème encore dans certaines régions au Cameroun, c'est que j'ai l'argent, je ne trouve pas où m'approvisionner. Vous retrouvez dans un village loin au Cameroun, il n'y a pas de supermarché. Je retrouvé dans les villages au Cameroun un petit motel, une station de vente d'essence et une petite boutique pour tout le village. Donc il faut des jours pour s'y rendre, pour s'approvisionner, rentrer encore au village. Vous voyez dans quelle situation problématique de notre environnement infrastructurel nous sommes encore en 2016. Alors qu'on a des pays qui sont déjà construits. Prenez la Californie a presque la même superficie que le Cameroun. Ça veut dire qu'on n'a pas de questions technologiques à se poser. Comment faire pour construire un Cameroun mieux que la Californie? Mais il n'y a pas des hommes décisifs au pouvoir aujourd'hui. Tous ont peur. Peur de quoi, je ne sais. On a même peur de soi-même. Yaoundé vit sur cette influence-là. Tout le monde fait de cachetterie. Et rien n'est fait avec autant d'engagement et de patriotisme. Dans ce pays, les solutions pour permettre l'emploi décent sont tellement nombreuses. Les volontés sont là. Et je reviendrai peut-être sur ce qu'a dit mon confrère par rapport aux mentalités. C'est un problème de syntaxe, que ce soit l'habitude ou les mentalités, tout réside dans la tête. Vous savez, je disais à un prêtre récemment que quand la voix que je parle avec sort de mon corps, qu'est-ce qui reste? C'est la poussière. Je ne suis plus Dieu. Dieu est là. Docteur Limano, pour développer sur cet aspect-là. Donc, je dis, le salaire est un élément fondamental pour un emploi décent. Tout emploi qui est payé avec un salaire qui vous permet de vivre décemment, l'emploi est décent. Alors, sur la question du SMIC, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Non, mais le SMIC a été relevé il y a quelques temps. Je peux le dire, peut-être, je mettrai en mal ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Avec le même budget national du Cameroun, je paye le fonctionnaire de la catégorie D, par exemple, à 350 000 francs par mois. 350 000 par mois, je mets ce gars en défi, avec le même budget qu'ils ont là. Parce que la répartition, n'est-ce pas, du budget d'État réside dans l'investissement et le fonctionnement. Or, vous imaginez que quand je donne beaucoup au fonctionnement, les ménages sont alimentés et l'investissement peut mettre des crédits parce qu'il apporte l'offre à l'investissement, au fonctionnement. Quand j'ai l'argent, je vais payer ce que est sur le marché. Maintenant, quelqu'un va même venir de l'étranger fabriquer ça. Mais pour qui j'ai l'argent pour payer? Quand l'argent pour payer, ça fonctionne comment en ce moment-là? Je meurs parce que je n'ai pas d'argent pour payer. Tout est là beau, mais je n'ai pas d'argent pour payer. Vous vous imaginez que les États-Unis d'Amérique, et ce n'est pas un mauvais exemple, deux fois est obligé d'injecter dans les familles l'argent pour qu'on puisse consommer. Vous faites donc partie de l'école qui pense qu'il faut favoriser la consommation pour booster l'économie. Ce n'est pas que faire partie d'une école, c'est la réalité camerounaise, c'est la réalité de l'économie. Si je n'ai pas l'argent sur moi, je travaille pour un salaire. Vous savez, on parle de la mondialisation. Mais est-ce que vous pouvez me dire, en votre âme et conscience, M. Duval, que ce que vous faites, fait votre frère, votre collègue en France, aux États-Unis, est-ce que vous avez le même salaire? Pour vous dire que si on parle de mondialisation, rapprochons aussi les éléments de mondialisation qui sont d'abord en premier lieu, ce que je dis, le salaire, qui nous permet de nous sentir décents dans une société, de vivre décemment. Donc l'emploi au Cameroun doit être décent avec des salaires qui sont insignifiants. Le chauffeur taxi a 20 000 francs. Ils sont deux dans un taxi. Il reste pourquoi? Parce qu'au-delà de la recette du patron, il réussit encore à faire un peu d'argent tous les jours. Voilà ce qui lui permet de conduire le taxi. Quand j'ai mené une étude à Newbel, ici à Newbel, pour aider à l'assurance volontaire avec ma société Socapsi, j'ai retrouvé que Newbel est le seul arrondissement dans le Cameroun qui a tous les petits métiers. Et ça fait vivre son bonhomme. Vous imaginez quand une femme veut s'asseoir à un bout de la rue et qu'elle vend le maïs. Si on n'achète pas, elle ne revient plus le lendemain. C'est parce que sur cet endroit-là, elle a fait une étude de marché. Les gens qui passent ont faim et ont l'argent en poche et prennent son maïs. Le lendemain, on la voit, elle revient. Donc je crois que dans ce pays, nous devons beaucoup travailler pour aider ceux-là, effectivement, qui ont des projets, à non seulement les encadrer, comme il a dit, pour que l'emploi ne soit plus seulement obligatoire de l'État, mais que ça vienne, n'est-ce pas, des sujets économiques, qui vont promouvoir des projets qui sont en connivence avec les besoins, dont offre et demande. Alors, docteur Eddy Momongori, sur les solutions qui sont envisagées pour un travail décent, le maître Fidèle Ndubissi a insisté sur les solutions d'ordre judiciaire avec la nécessité
de toiletter le code du travail. Docteur Demanou insiste là sur l'aspect économique et financier avec la nécessité de booster la consommation pour faire monter l'économie. Peut-être qu'il faut également envisager des solutions d'ordre social ou politique. Disons que je ne vois pas ce qui peut être envisagé au plan politique pour booster. On le verra tout à l'heure avec Diabo Mataba. Pour le moment, mais je voudrais surtout souligner que cette question du SMIC est extrêmement importante. Une économie ne peut pas fonctionner si les revenus sont très réduits. Bon, il faut quand même consommer. La croissance, c'est quoi? La croissance, c'est les revenus. C'est les revenus additionnels. Hein, c'est un cumul de tous ces efforts qu'on appelle la croissance. Quand on dit qu'une économie a cru de 10%, ça veut dire qu'elle s'est enrichie de 10%. Mais pour qu'elle s'enrichisse, il faut que les gens soient stimulés pour travailler. Et tant que vous n'êtes pas stimulé pour travailler, c'est le salaire qui vous stimule. En ce sens, je me souviens, à l'époque où on fixait ce SMIC, j'étais de ceux qui trouvaient que c'est quand même pas très encourageant pour la moyenne des Camerounais. Parce qu'en fait, comme il le dit, quand vous voyez dans ces composantes, après avoir payé votre chambre et votre transport, qu'est-ce qui vous reste? En fait, aujourd'hui, quand je parlais de la population, de l'essor démographique, c'est pas que j'ai peur de cet essor, mais c'est que l'essor démographique, en fait, sur le plan économique, n'est rentable que lorsque les populations, même une masse critique pertinente des populations, se déplace de la condition de pauvreté vers la classe moyenne. Donc, tout l'effort doit consister à renforcer les niveaux de productivité, renforcer les systèmes d'accumulation, de manière à ce qu'il y ait des marges suffisamment importantes qui permettent aux gens de sortir de la pauvreté. Bon, dans cette bataille, naturellement, il y a, et ça, je crois que c'est extrêmement important, il y a le stock d'infrastructures de fonction nationale qui est extrêmement important parce qu'il y a toujours un lien très fort et très significatif entre vos actifs infrastructurels et le taux de croissance que vous développez. En ce sens, tout ce qui est en train d'être fait en ce moment au Cameroun, sur le plan des infrastructures, les barrages, les ports en eau profonde, et tout ça va ressurgir forcément d'ici 2020, qu'on le veuille ou pas. Dès que ces équipements sont terminés, il y a un minimum de 3 points de pourcentage de croissance qui sont là. En ce sens, c'est une bonne activité. C'est un bon projet de continuer à multiplier ces projets infrastructurels. Ça nous aidera à créer un cadre qui permet d'avoir de l'emploi décent. Parce qu'en fait, l'emploi décent, ça veut également dire surtout la transformation. C'est-à-dire qu'une fois que nous exportons le bois brut ou le cacao brut, nous exportons en fait des chances d'emploi de nos jeunes vers d'autres pays. Donc, c'est extrêmement important qu'on transforme tout ou le maximum localement pour créer des emplois. Et ça transparaît dans votre analyse une solution politique liée au type de coopération que nous menons avec nos partenaires à l'étranger sous l'angle, par exemple, du transfert des technologies. Absolument. Ok. Diabo Mataba, sur la question, vous avez indiqué tout à l'heure un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte dans la conception, dans la compréhension du travail décent. Vous avez parlé de la capacité de l'État à amener les gens vers le travail décent, peut-être par un certain nombre de mécanismes d'ordre institutionnel ou juridique. Vous avez insisté sur la question de la protection sociale ou encore la question du droit du travailleur avec les normes et bien sûr la question du dialogue social. Peut-être que vous devez développer ça davantage en quelques minutes parce qu'on s'achemine vers la fin de l'émission. Oui, donc... Nous, au CPP, nous avons produit un document que nous avons appelé 3x10. Donc, ce sont 30 mesures concrètes et
et pratiques pour améliorer la situation de l'emploi au Cameroun et pour garantir un travail décent pour les travailleurs camerounais et les chercheurs d'emploi au Cameroun. Parmi ces 30 mesures, je peux citer à la volée comme ça l'application effective des conventions collectives dont j'ai fait allusion. Je suis sûr que M. Fangwa, vous serez heureux que la convention collective relative à votre domaine d'activité soit appliquée. Absolument. Elle qui prévoit par ailleurs que le salaire minimum que doit recevoir un journaliste est évalué autour de 100 000 francs. Je crois que ça permettrait à tout jeune journaliste un peu plus quand même. Un peu plus. Donc, la convention collective. Je voulais gentil. Le salaire de base. On voit on comprend bien que si on commence par appliquer ce qui est là directement, ce qui a déjà été négocié, ça peut commencer à faire sourire un certain nombre de personnes. L'autre mesure que je peux tirer comme ça de ce lot, c'est la dynamisation des services qu'on appelle l'inspection du travail. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas trop à quoi est-ce qu'ils servent, ces messieurs et ces dames-là. Et ce sont des entités qui sont très spectatrices. Or, ce sont à négocier, par exemple, lorsqu'il y a une rupture de contrat entre l'employeur et l'employé, très souvent l'inspection du travail est sollicitée pour tenter la négociation avant de déboucher sur le tribunal. Oui, au-delà de cela, l'inspection du travail doit renforcer son dispositif de collecte de l'information. Donc, l'inspection du travail ne doit pas seulement attendre que lui soit amené des cas de litige, mais doit aller chercher, aller se rassurer que ce qui est prévu est bien appliqué. Et donc en faisant la prévention, par exemple. En faisant la prévention, en faisant de la sensibilisation, en faisant le suivi et l'évaluation de ces mesures-là. Donc la troisième mesure, c'est celle dont on a fait allusion tout à l'heure, c'est celle qui concerne la réforme du Code de travail, qui on est tous d'accord à de gros manquements. Mais depuis le début de l'émission, nous tentons, chacun en ce qui le concerne, d'avoir une analyse méthodologique de la question du travail décent au Cameroun. Et le constat, il est clair. Qu'on soit enseignant ou avocat ou homme politique, on se rend bien compte qu'il faudrait une nouvelle impulsion, il faudrait un nouvel esprit, parce que celui qui y a là actuellement, les gouvernants qu'on a là actuellement n'ont pas réussi. Ils sont peut-être remplis de bonnes intentions, mais ça ne suffit pas. L'heure est à l'action. Et du coup, permettez-moi de terminer. Il faudrait un changement au niveau des approches, il faudrait un changement au niveau des méthodes, il faudrait un changement au niveau des hommes. C'est pour ça que nous pensons que la solution pour créer le choc, le décollage qui permettrait à l'effet multiplicateur dont les économistes ont fait allusion tout à l'heure de jouer son rôle dans le décollage ou dans le boom économique de notre pays, ce serait une transition politique pacifique. Et c'est pour ça que dans le développement, nous disons qu'il est temps et il est nécessaire et indispensable que ceux des travailleurs, ceux des jeunes chômeurs en quête d'emploi, il faut dire que dans la masse des Camerounais qui se lancent dans la recherche de l'emploi chaque année, il y a approximativement 36% de ces jeunes-là qui sont titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur. C'est très grave. Donc, ceux-là doivent prendre leurs responsabilités pour montrer au créneau, pour exiger un certain nombre de choses des personnes qui sont là pour leur apporter ces services-là. Et là, c'est la dimension politique, justement. Pour créer ce cadre. Donc, pour terminer, c'est pour ça qu'il est indispensable de se mettre en noir les vendredis. Alors, vous l'avez déjà dit, hein. Il est nécessaire de se mettre en noir les vendredis pour marquer sa désapprobation, pour s'indigner, pour dire son mécontentement face à la situation délétère du travailleur et du chercheur d'emploi camerounais. Alors, malheureusement, on arrive à la fin. Docteur Limanou, peut-être un mot pour sortir de cette émission. Tout d'abord, merci pour cet échange qui m'a permis de découvrir, n'est-ce pas, d'autres pensées et d'autres idées. Je crois que notre pays est un très beau pays. Nous devons beaucoup nous aimer. L'amour ne se fait pas. L'amour se partage, l'amour se vit, il se donne.
L'amour, ce n'est pas la sexualité. Les Camerounais doivent apprendre à beaucoup s'aimer. Et dans cet amour, nous retrouverons toutes les solutions. Moi, je suis convaincu que notre pays est un pays de paix, qui continue à être un îlot de paix pour l'avenir. Et je souhaite d'ailleurs à tous ceux qui ont été là un bon retour à la maison, aux spectateurs qui nous regardent, vraiment de continuer à croire notre pays et de rester, parce que ceux qui vont en aventure, n'est-ce pas, perdre cette chance-là de contribuer à la construction de ce beau pays qui est le Cameroun. Même si ceux qui sont sur place... J'insisterai par contre sur ce qui est du 13e mois de salaire. Au Cameroun, ça n'existe pas. Il faut déjà avoir le salaire pour avoir le 13e. Non, on va arriver à ça. Il faut déjà le 13e mois de salaire. Je vous remercie. Merci, Dr Idjouma Mongori, d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci également à vous, Maître Fidèle Dubissi. Je vous en prie. Je pense que mon mot de fin, c'est qu'il nous faudra des politiques sociales imaginatives et courageuses pour améliorer les conditions de travail de nos concitoyens. Et c'est ce que le MRSC pense. Nous travaillons tous les jours pour cela. Mais je m'en voudrais de sortir de cette émission sans saluer et féliciter certains de nos compatriotes qui font des efforts pour donner de l'emploi décent à nos concitoyens. Parce qu'il y a quelques compatriotes qui ont des entreprises et qui donnent des bons salaires et qui donnent la couverture sanitaire et également veillent sur la sécurité sur le lieu du travail. Merci Njao Matava d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et il est nécessaire que les Camerounais aient un travail décent, parce que le Camerounais qui a un travail décent, et c'est une notion fondamentale comme on l'a dit, c'est un citoyen qui est apaisé, c'est un citoyen qui est à l'aise vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'État, c'est un citoyen qui est épanoui. Et par conséquent, c'est un citoyen qui peut créer, qui peut innover, c'est un citoyen qui peut défendre sa patrie. Donc il est nécessaire, comme je disais, qu'il y ait du travail décent, il est nécessaire que nous prenions tous nos responsabilités, il est nécessaire que nous avancions. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau, merci à vous madame, messieurs d'avoir regardé cette autre édition 237 de débat. Excellente soirée à tous et à très bientôt, au revoir.